Ces dernières années, les relations entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont profondément détériorées. Entre coups d'État, sanctions économiques, ruptures diplomatiques et affirmation de souveraineté, l'Afrique de l'Ouest traverse une crise sans précédent qui redessine les équilibres régionaux. Aujourd'hui, une question essentielle se pose. Le dialogue est-il encore possible et surtout, l'AES peut-elle encore faire machine arrière face à la CEDEAO? C'est le débat que nous ouvrons dans cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, soyez les bienvenus dans New World Forum de ce dimanche 29 mars 2026 et nous serons en compagnie durant les 2 prochaines heures avec les plus emblématiques de nos débatteurs. À ma droite, Luc Abaki, journaliste écrivain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous font toujours ce plaisir, cet honneur d'être à ce rendez-vous de réflexion sur les thématiques porteurs pour notre continent. Et c'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir donc sur ce plateau. Face à vous, Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Excellence, bonjour. Bonjour Charlotte et bon retour encore parmi nous. Il y a longtemps, tu nous as manqué. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un réel plaisir, en tout cas, de vous avoir ensemble sur ce plateau. La CEDEAO, une médiation, peut-elle encore faire revenir l'AES au sein de l'organisation régionale? C'est le sujet de débat du jour. Vous connaissez bien le principe. À partir de 13h GMT, vous pouvez vous également participer au débat puisque vos avis nous intéressent. Préparez-vous donc à nous envoyer vos avis, vos questions via le seul numéro WhatsApp disponible, plus 228 96 08 43 43. Alors, pour rappel, la crise avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, trouve donc son origine dans une série de coups d'État militaires dans les 3 pays de l'AES, le Mali en 2020 et en 2021, le Burkina Faso en 2022, le Niger en 2023. La CEDEAO réagit alors rapidement, application de sanctions économiques et financières, une suspension des pays concernés et surtout brandit la menace d'intervenir militairement, notamment au Niger. D'où la rupture. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent l'Alliance des États du Sahel, AES. En janvier 2024, ils annoncent leur retrait collectif de la CEDEAO et en juillet 2024, ils créent ensemble à 3 donc la Confédération AES avec des ambitions élargies sur le plan économique, diplomatique, mais surtout sécuritaire. Voilà donc récapitulé l'historique des événements de cette crise entre l'AES et la CEDEAO. Luc Abaki, ma première question donc s'adresse à vous. Pourquoi donc après ces événements aujourd'hui, la CEDEAO revient-elle à la charge au moment où l'AES consolide surtout ses institutions avec la création d'une banque confédérale, un passeport AES déjà en circulation, mais surtout avec la mise en place d'une force de défense unifiée? Non, nous sommes bien dans le contexte d'un divorce parfaitement difficile. Vous voyez, vous savez comment, lorsqu'il y a l'amour dans un couple, et donc il y a des différends qui opposent les 2 partenaires, et finalement, il y a une décision de rupture, c'est tellement compliqué parce qu'il y a encore des émotions, il y a encore des ressentis, etc., etc. Mais dans un contexte d'État, on parle des vies humaines, on parle des citoyens, on parle de l'avenir des millions de personnes. Et là, les émotions n'ont plus leur raison d'être, les sentiments non plus, c'est plutôt la raison et le bon sens. Alors, qu'est-ce qui a expliqué, si vous voulez, le différend actuel? Je pense que vous avez très bien fait de rappeler ces épisodes majeurs qui expliquent justement le différend qui oppose l'AES aux États de la CEDEAO. Mais écoutez, normalement, ce n'est pas à la CEDEAO de faire la cour au pays de l'AES. Mais pourquoi? Simplement parce que la CEDEAO a un principe qui dit, bon, mais écoutez, nous faisons la promotion des valeurs démocratiques. Nous faisons en sorte que celui qui ne peut accéder au pouvoir ne doit passer que par les élections, etc., etc. Et donc, c'est des principes qui sont définis, des principes, si rigides soient-ils, ils sont quand même des principes. Et donc, si des pays ont fait face à des réalités endogènes, réelles, qui secouaient leur propre existence, qui secouaient la vie d'ensemble, les règles de vivre ensemble, etc., etc. Et il y a eu finalement coup d'État. C'est donc la CEDEAO en réalité qui
en application, si vous voulez, de ses propres principes, a décidé de suspendre ces États-là. Mais elle allait loin, justement. Au-delà des principes qui sont écrits et qui doivent normalement gouverner la régulation de cette communauté-là, on a cru personnaliser les sujets du Mali, du Burkina Faso et du Niger au point de prendre des sanctions qui ne reposent sur aucun principe juridique, qui heurtent même à la fois le bon sens et la raison et qui frisent c'est-à-dire qui ne sont même pas humaines. Mais malgré tout, les pays de l'AES ont toujours continué à se structurer, à s'organiser, etc. Mais ce n'était pas fini. On a décidé, lorsqu'il y a eu le coup d'État du Niger, de créer carrément une fronde et d'aller en guerre contre un peuple censé être souverain. Dans un tel contexte, les pays de l'AES ont bien compris que s'ils ne se mettent pas ensemble, s'ils ne mettent pas en œuvre des valeurs du vivre ensemble, s'ils ne mutualisent pas leurs forces et leurs énergies, on va finir par les manger crus, par les dynamiter. Voilà comment ils ont commencé à s'organiser, au point de voir finalement en la CEDEAO, mais le plus grand profondeur de toutes les valeurs que les pays de l'AES sont en train de promouvoir. Ils sont sortis simplement pour leur paix, pour leur unité, pour leur promotion, pour valoriser ce qu'ils ont comme vision et qui leur permettent justement de construire leur pays et d'affirmer leur souveraineté. Mais de quoi alors la CEDEAO se mêle-t-elle encore? Pourquoi s'agit-elle en essayant de vanter une unité de parade qui, en réalité, n'a jamais existé? Et donc, on dit très bien, oui, bien sûr, le dialogue. En tant qu'être humain, notre première faculté dont on doit se vanter, c'est la possibilité de communiquer, d'inter-échanger avec autrui. Alors, si le dialogue, il est sincère et il repose sur la bonne foi, c'est tant mieux. Mais alors, comment on peut alors faire confiance à quelqu'un qui a œuvré pour vous éliminer, vous faire sortir de la vie humaine? Et ce dernier-là, sans avoir eu à poser un acte de contrition, sans avoir réparé les torts qu'il vous a causés, vient vous dire non, mais on doit être ensemble, discutons. Mais j'espère pour vous, que, concrètement, oui. Qu'est-ce que ça signifie que ce soit aujourd'hui la CEDEAO elle-même qui fait des pieds et des mains pour renouer le dialogue avec l'AES? Nous savons depuis toujours que le problème de la CEDEAO, c'est qu'elle ne s'appartient pas. Qu'elle ne s'est jamais appartenue, parce que c'est une organisation dont la mise en place avait obéi à une vue, à un esprit et à une lettre, mais qui, au fil du temps, s'est laissée littéralement phagocyter parce qu'elle n'a pas les ressources qu'il faut, parce que les dirigeants qui sont censés conduire donc ces actions n'ont pas de légitimité. Ils ont cru que leur légitimité devrait dépendre littéralement du perron de l'Élysée ou d'autres puissances occidentales. Ils se laissent financer par donc, ces organisations et donc influencer littéralement. Il y a beaucoup d'épisodes qui nous montrent clairement que la CEDEAO en effet ne s'appartient pas. Et en tant que telle, alors ceux-là qui sont en train justement de jouer le rôle catalytique ne sont plus à cacher aujourd'hui. Ambassadeur, on a appris la semaine dernière à travers les médias la désignation de l'ancien Premier ministre de la Guinée, M. Lansana Kouyaté, comme médiateur entre la CEDEAO et l'AES. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement depuis la rupture à aujourd'hui pour que le dialogue redevienne possible sur la table? Vous savez, la CEDEAO, moi j'avais cru que c'était une organisation à laquelle des membres ont adhéré volontairement. C'est ça. Donc, et que ces membres, s'ils le désirent, peuvent se retirer. Absolument. Et il y a eu déjà un cas. La Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO sans qu'il y ait des tapages, des médiateurs à répétition, des menaces de guerre. On n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que les Mauritaniens, qu'on le veut ou non, c'est devenu un pays arabe, donc c'est des Blancs. Maintenant que des Noirs ont eu le toupet de vouloir échapper à leurs propriétaires, parce que, j'ajoute et je précise pour ceux qui ne le savaient pas, que c'est seulement en 2025 que la France a retiré le code noir de ces tests juridiques
le code noir dans lequel il est dit qu'un noir est un bien meuble. Or, il se fait que les pays de l'AES sont habités par des noirs qui étaient des biens et meubles de la France. Ce qui n'était pas le cas de la Mauritanie. Ils n'étaient pas des biens meubles de la France. Maintenant, des gens disent, nous, on n'en veut pas. Tu te rappelles, Charlotte, tu sais, quand on était enfant au village, quand un enfant est malade, on lui donne des médicaments qu'il ne veut pas boire. Qu'est-ce que la maman fait? On met les médicaments dans la bouillie, on le couche de force, on lui bouche le nez, on met les médicaments et il respire et le médicament passe. Voilà ce que la CEDEAO veut faire avec des pays souverains comme le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce que c'est sérieux? En quoi l'AES est obligée d'être de la CEDEAO? Mais parce que cette CEDEAO est fondée par des hommes de grande valeur, des patriotes, des gens qui aimaient leur pays, qui aimaient leur peuple, qui n'avaient rien, absolument rien de démocratiquement élu. La CEDEAO est fondée, les pères fondateurs, c'était des militaires. Au Ghana, au Togo, au Mali, au Bénin, au Nigeria, tous, c'était des militaires qui ont fondé la CEDEAO. Mais depuis que la CEDEAO est tombée sous la botte des démocratiquement élus, qui se révèle être une secte pernicieuse et dangereuse. Tu sais qu'on ne quitte pas les sectes. C'est cet aspect sectaire qui fait qu'on ne peut pas accepter que des pays libres disent, bon, écoutez mes frères, nous, on veut partir. Les démocratiquement élus de la CEDEAO sont un danger pour la paix et la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qu'ils font ici, on ne peut pas faire ça en Afrique centrale. Je ne vois pas pourquoi des Africains, ou du moins des gens qui se disent Africains, sont en train de harceler leurs frères, si tel est qu'ils se considèrent comme Africains, parce que beaucoup des dirigeants dont nous parlons, beaucoup ne se considèrent même pas comme des Noirs. Pourtant, ils sont noirs, on les voit noirs. Ils ne se considèrent pas comme des Noirs. Et ils se disent, il faudrait qu'un jour, ils arrivent chez le maître blanc pour dire, ah chef, on te les a amenés pieds et poings liés. Les gens de la CEDEAO, les têtus là, les gens qui ne comprennent rien là, les gens qui ne veulent pas te donner gratuitement leur uranium, leur or, leur pétrole, leur gaz, leur coton, nous on les a amenés. Désormais, tous ces richesses, tu prends, comme tu es un pays en voie de faillite avancée, comme ça tu peux te relever économiquement. Voilà le travail de la CEDEAO. Comme il le disait, la CEDEAO ne s'appartient pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Maintenant, comment tu veux te réconcilier avec quelqu'un? La CEDEAO veut se réconcilier avec l'AES. D'accord, pourquoi pas? Nous sommes des Africains. Tout est négociable. Si tu as des différends avec ton frère, rien ne t'empêche d'aller le voir. Mon frère, bon, écoutez, on a commis des erreurs, mais ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Et puis nous, en tant que chef d'État, ce n'est pas nous, c'est nos populations, c'est nos peuples. C'est en leur nom que nous parlons, c'est en leur nom que nous agissons. Donc, aller les voir pour se réconcilier, c'est la chose la plus normale. Lansana Kouyaté, moi je le connais, il était à la CEDEAO, à l'époque où la CEDEAO n'était pas encore sous la griffe maléfique des démocratiquement élus. La CEDEAO était encore une institution ouest-africaine qui appartenait aux ouest-africains. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils ont pourri la situation, on le ramène. Mais s'ils savaient que Kouyaté est là, un homme de valeur, un diplomate de valeur, quand ça a commencé, il était où? Quand les gens se poumonnaient, se tapaient la poitrine, qui vont aller faire la guerre, Kouyaté était là. Est-ce qu'ils l'ont appelé? Maintenant que c'est fini, c'est gâté, c'est pourri, ça sent, on va pour amener Lansana Kouyaté, parce qu'on sait que c'est un homme respectable, que les gens de l'AES l'écouteront avec respect, mais les gens de l'AES ne vendront pas la dignité de leur peuple pour les beaux yeux de Lansana Kouyaté. Justement, comme vous le mentionnez, connaissant le parcours de l'ancien Premier ministre guinéen, serait-il l'homme de la situation? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter donc, pour remettre les deux parties sur la voie de discussion? Non, il ne peut rien apporter parce que ceux qui l'ont missionné, pendant qu'ils disent on veut se réconcilier avec l'AES,
c'est eux qui sont en train d'encercler militairement les pays de l'AES. Mais comment tu dis que tu veux te réconcilier avec moi et tu es en train de m'assiéger militairement? C'est quelle réconciliation? Ou bien histoire de me dire, si tu ne viens pas, je t'attaque. En fait, c'est ça, c'est la perspective, la seule, qu'ils sont en train d'offrir aux gens de l'AES. Comme l'Union européenne a donné le coup d'envoi avec des accusations fallacieuses d'un président emprisonné qui serait maltraité et qui, heureusement, j'ai appris avec fierté, avec bonheur, qu'il vient de faire un enfant avec sa femme dans sa résidence de prisonnier. Félicitations à lui, félicitations à madame. Ça peut être aussi une rumeur. C'est une rumeur, oui. Mais au moins, quand la rumeur est bonne, on peut la relayer. Même si après elle est fausse, on a insulté personne, on a fait du mal à personne. Donc, l'Union européenne a donné le coup d'envoi. C'est-à-dire qu'on cherche des prétextes pour déstabiliser ces pays. La CEDEAO qui ne veut pas rester, qui ne veut pas être, disons, en reste, a inventé son coup encore. On envoie un médiateur. Donc, vous ne libérez pas Bazoum, vous ne voulez pas négocier, raison supplémentaire pour qu'on vous attaque. On ne peut pas négocier, dire qu'on veut négocier avec quelqu'un alors qu'on est en train de l'encercler militairement. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Les Américains disent aux Iraniens, on va négocier. Mais pendant qu'ils disent qu'on va négocier, on te dit qu'on a envoyé 5000 hommes pour attaquer l'île de Karg. On te dit qu'on a ajouté des destroyers, des porte-avions. Mais est-ce que l'Iran, ils ne sont pas bêtes? Ils disent, mais écoutez, on vous connaît, vous les Américains. Parce qu'à chaque fois que vous négociez avec nous, pendant que nous sommes en train de discuter, vous allez nous attaquer. C'est déjà arrivé 2 fois. Ça ne va pas nous arriver 3 fois. Donc, la CEDEAO est en train de jouer au même jeu. On va négocier. Ils croient qu'ils vont distraire les pays du Sahel pendant qu'ils sont en train de les encercler militairement. Tu as vu la dernière fois, la sainte trinité de la France-Afrique, comme le dit Thomas Dietrich, j'emprunte le terme au journaliste français Thomas Dietrich, que la sainte trinité de la France-Afrique s'était réunie à Cotonou. Mais pourquoi? La France n'a pas de frontière avec le Bénin ou avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de frontière avec le Bénin. Ils se réunissent pour parler terrorisme. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas parler terrorisme avec les pays qui sont limitrophes avec le Bénin et qui connaissent la problématique du terrorisme? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas terrorisme. À vous entendre, vous voyez une incohérence dans les actions menées, mais Lucas Baki, quels peuvent être les obstacles auxquels le nouveau médiateur peut sortir dans sa mission? Oui, c'est clair que Lansana Kouyaté, je pense que l'ambassadeur l'a dit avec beaucoup d'emphase, c'est un diplomate chevronné qui est déjà bien connu, qui a une expérience manifeste en matière de gestion des crises, en matière même de gouvernance d'État, parce qu'il a été Premier ministre de la Guinée à un moment donné. Donc on le connaît sur son capital connaissance, expérience dans la gestion des affaires de la communauté ouest-africaine. Mais qu'à cela ne tienne, une mission pareille, où on sent de l'insincérité, on sent de l'incohérence, on sent de la mauvaise foi. On sent une façon de téléguider les choses en vue de phagocyter toute la dynamique qui a été amorcée par les pays de l'AES et qui suscite justement l'admiration et même la contemplation des peuples d'Afrique. Parce que, reconnaissons-le volontiers, c'était des pays qui, en réalité, n'existaient plus. Sur le plan du territoire, sur le plan même des principes du vivre ensemble, sur le plan d'organisation de la société elle-même. Et donc, lorsque les 3 dirigeants sont arrivés, chacun en ce qui le concerne, ils ont pris l'initiative de réorganiser leur société, de réorganiser l'armée, de rééquiper l'armée et de faire en sorte à faire face audacieusement à tous les défis qui se présentent à leur pays. Aujourd'hui, les pays de l'AES deviennent des modèles sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la traque même des terroristes, sur le plan même de la relance de l'économie, etc., etc. Et donc, toute cette dynamique unitaire qui est en train de donner des fruits tout à fait flamboyants et qui montre que c'est la voie royale à suivre pour les pays d'Afrique pour réussir, suscite justement inquiétude, angoisse, stress. Non pas seulement au niveau des pays de la CEDEAO, qui, eux, ça veut dire qu'à partir de cette action qui est en train de mener, les pays de l'AES sont en train de dénuder
Les autres qui sont restés, donc les résidus des dirigeants qui sont là au niveau de la CEDEAO et qui en réalité ne font rien, malgré leur durée dans le soutien présidentiel, malgré toutes les gesticulations, leur lien avec les puissances occidentales, etc. On ne voit pas les résultats tangibles dans leur système de gouvernance. Donc ça suscite déjà une certaine angoisse, une certaine inquiétude, et ça montre clairement que les actions des pays de la CEDEAO, enfin de l'AES, vont éveiller les consciences des autres citoyens qui se disent, mais donc c'est possible. Parce qu'à plus forte raison, ces États sont des pays enclavés, qui ne sont pas favorisés sur le plan du climat, sur le plan des opportunités, du littoral, avec la mer, etc. Malgré toutes ces difficultés, ils sont en train de faire des pas de géant à tout point de vue en termes de gouvernance. Il y a un problème. Donc, dans un tel contexte, si c'est la CEDEAO qui prend encore l'initiative d'un dialogue, comme un garçon qui fait la cour à une fille, qui en réalité ne veut plus de toi parce que c'est toi qui l'as rejeté et elle a décidé justement de se marier à quelqu'un d'autre ou bien de se suffire, de se donner le temps de s'organiser et de vivre par elle le temps de voir avec qui elle peut faire sa vie. Mais pourquoi tu vas t'agiter? Donc, tout ceci pour dire que malgré les compétences, le profil flamboyant de Lassana Kouyaté, on ne peut pas s'attendre à un résultat éventuel parce que ce qui motive cette démarche de dialogue n'est pas sincère, n'est pas humain et ne vise pas justement l'épanouissement des peuples de l'AES. Dès l'instant où ceux-ci-là ont déjà commencé à goûter à la sensation de la victoire, du succès, de la prospérité, de l'épanouissement de leur peuple, il serait vraiment idiot de leur part de faire marche arrière juste parce que cette même CEDEAO aurait missionné quelqu'un qui est suffisamment éclairé, etc. Il a une mission. Et cette mission-là dépend des gens qui n'ont pas la bonne foi, qui ont envie, qui ont toujours montré par des actes pernicieux et malicieux qui ne voudront jamais que ces pays-là s'affranchissent. Voilà. Mais posons-nous la question, et si cette médiation était plutôt une réponse à un besoin réel des populations, de la communauté, 2 ans après la rupture? Dans la CEDEAO, on ne s'inquiète pas de ce que pensent les populations. La CEDEAO s'en fout mais complètement de ce que pensent les populations. C'est dans l'AES qu'on s'occupe de ce que pensent les populations. Est-ce que tu t'es rendu compte, je crois que c'est hier, où il y a eu des manifestations massives au Burkina, au Niger, contre les sorties hasardeuses de l'Union européenne, qui elle-même vit aujourd'hui... Du Parlement de l'Union européenne. Hein? Oui, le Parlement. Contre le Parlement, oui. C'est les mêmes gugus. C'est le Parlement c'est les mêmes. Ces gens-là, c'est les mêmes. Ils s'entendent. Quand il s'agit de nuire aux Noirs, ces gens s'entendent. Même ceux qui, là-bas, au Parlement européen, ont l'habitude de se boxer entre eux, quand il s'agit de venir voler les Noirs, ils s'entendent. La preuve, quand on a envoyé la lettre sacrilège, tout le monde a applaudi. Pour eux, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Mais Charlotte, les pays de la CEDEAO qui donnent des leçons de démocratie, d'élection et des droits de l'homme, dis-moi, quel pays au monde, s'il organise des élections, met 40 000 soldats dans la rue pour encadrer la population en son avantage, qui ne gagnerait pas ces élections? Si moi, tu me donnes 40 000 soldats pour défendre ma cause, je les déverse dans la rue, il y a une élection, Charlotte, on m'élit président demain matin. Quel président de l'AES ne gagnerait pas les élections s'il il met tous ses opposants en prison, il envoie les autres en exil, on fait table rase, on a un candidat unique et tout le monde a applaudi la démocratie. On ne peut pas cultiver la négation de la démocratie et faire croire aux gens que c'est la démocratie. Donc, si les pays de la CEDEAO étaient au moins des modèles dans quelque chose, ceux de l'AES diraient, bon, on va s'inspirer, même si on ne vient pas avec vous, on va s'inspirer de vos modèles pour avancer. Je ne vois ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger déversant 50 000, 40 000 soldats. Même la guerre au Proche-Orient, les Américains n'ont pas envoyé 40 000 soldats au Proche-Orient. Mais dans ton propre pays, toi, un petit pays nègre, tu mets 40 000 hommes pour piétiner la population et après tu dis que tu as été élu. Toi, tu mets des gens, on met tes adversaires en prison et tu as ton candidat unique
et tu te pavanes que tu fais des élections. Mais des élections comme ça, tout le monde peut les faire. En quoi la CEDEAO est un modèle qui peut inspirer les pays de l'AES qui vont dire, bon, écoutez, nos frères, vous avez de l'expérience, vous faites des choses intéressantes pour vos populations, nous allons venir pour pouvoir le faire avec nos populations. Quel habitant du Sahel, aujourd'hui, aimerait se retrouver dans un candidat unique parce qu'on a mis tous les autres en prison? Quelle population du Sahel aimerait avoir des militaires partout, même dans ses WC, parce qu'on fait élection et on connaît déjà celui qui doit être élu? Qui peut accepter ça dans le Sahel? Donc, il faut qu'on arrête ça. La médiation n'a aucun sens. Je te dis que c'est pour se donner des alibis pour continuer à nuire aux pays du Sahel. Et on ne peut pas accepter ça. Ceux-là même qui font ça, leur population ne sont pas d'accord. S'ils croient que leur population sont d'accord, ils n'ont qu'à organiser des élections avec de vrais candidats et ils vont voir ce qui va se passer. Voilà. Non, ben, écoutez, je vais peut-être rebondir sur ce qu'il a dit. C'est de comprendre ceci. En parlant justement de modèles inspirants, pourquoi adhère-t-on à une communauté? C'est pour gagner plus que ce qu'on a déjà. On est d'accord? Parce qu'il nous est bien appris, et donc la vie elle-même nous apprend, que c'est l'union qui fait la force. C'est-à-dire que seul, vous pouvez peut-être aller vite. Mais quand vous êtes ensemble, vous pouvez aller loin. Donc, lorsque vous êtes un individu, vous faites des efforts dans un domaine précis. Si vous avez des gens, des compétences avérées, et vous comprenez que vous devez vous unir à eux pour pouvoir avancer ensemble, mais vous créez un cerveau collectif qui permette d'évoluer. La CEDEAO a plus de 50 ans d'expérience. L'AES vient de naître, ça fait à peine 2 ans. Si en termes de bilan, en termes de promotion des valeurs, en termes d'exaltation des valeurs qui permettent une gouvernance d'État et qui permettent le développement d'un pays, c'est plutôt auprès de l'AES qu'on peut trouver des éléments palpables, concrets et qui séduisent justement l'opinion. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Si l'objectif de la CEDEAO était donc de faire la cour au pays de l'AES pour leur dire, ben, écoutez, vous êtes venus nous ouvrir les yeux. Vous êtes venus expérimenter et implémenter une nouvelle dynamique, mais qui nous inspire. Nous voulons justement nous appuyer, en tout cas copier ce que vous êtes en train de faire, c'est tant mieux. Ou alors, si l'objectif était que, bon, nous prenons acte de ce que vous êtes partis, parce que de toute façon, même en se référant au texte de la CEDEAO, un an après la déclaration de l'idée de partir, c'est que le départ est acté de fait. Donc, on peut mener un dialogue sur la manière de collaborer entre les deux entités. Oui, parce que les peuples se jumellent, s'interéchangent, on voyage de gauche à droite, on va au Mali, au Burkina, partout, en Côte d'Ivoire. Oui, donc ces peuples-là ne doivent pas sentir une certaine division, une certaine faction, etc. Et donc, on peut mener un dialogue sur la façon de collaborer, de sorte que le peuple ne subisse pas alors les préjudices liés au départ des États de l'AES, on comprendrait. Mais ce que l'AES, la CEDEAO veut, c'est de ramener justement les États de l'AES sous son giron. Mais dans quel but? Avec armée bagage. Dans quel intérêt? Pour donner à leur maître blanc. Absolument. Et donc, il y a un problème de fond qui se pose. Et des gens veulent encore une danse à l'Élysée. On va leur offrir la danse à l'Élysée. Mais ça ne marche pas. Mais justement, parce que certains y voient en cette médiation une main invisible de partenaires extérieurs. Est-ce une initiative purement africaine ou une pression de l'Union européenne, par exemple, qui craint une rupture totale? Mais l'Union européenne, elle fait quoi chez nous? Nous sommes chez nous, oui ou non? Est-ce que les pays africains se mêlent de ce qui se passe à l'Union européenne? Cette Union européenne, elle est émaillée de tous les scandales du monde. Même le président Trump, qui est leur allié, en a marre. Il les traite comme des chiens, excusez-moi le terme. Cette Union européenne elle-même, elle a quoi à nous vendre? Elle a quoi, quel bon exemple à nous donner, à nous inspirer? Et rien. Si la CEDEAO les suit, c'est qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde dans le faux. Et leur première devise, c'est la politique du 2 poids, 2 mesures.
il n'y a pas eu coup d'État. En Afrique, il n'y a pas eu coup d'État seulement dans les pays du Sahel. Même en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas eu coup d'État seulement dans les pays du Sahel. Pourquoi on ne parle pas des autres? Parce que les autres ont fait coup d'État, mais leurs richesses sont toujours siphonnées par les mêmes personnes. Et ceux-ci disent, nos richesses vont aller à notre population. Voilà en fait là où le bas blesse. Si aujourd'hui, les pays de l'AES allaient voir le maître pour lui dire, bon, écoute chef, désormais notre or, notre diamant, notre coton, tout là, on te donne cadeau, hein. Tu vas voir que les gens de la CEDEAO vont se taire. Là, ils vont applaudir. Ah, maintenant, la démocratie est venue. Parce que dans la tête de la CEDEAO, démocratie veut dire les peuples doivent mourir de faim pour le bonheur du grand chef blanc. Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO aujourd'hui. En quoi elle va inspirer les gens? Elle n'inspire ni les femmes, ni les jeunes, ni personne. Personne n'est inspiré. Le mot d'ordre, oui, allez-y. Ce que l'ambassadeur dit est d'autant plus vrai que c'est devant nous, ici, que le président français, Emmanuel Macron, est sorti publiquement dire, ben écoutez, compte tenu de ce qui se passe au Mali, demain, je vais appeler le président en exercice de la CEDEAO, qui était donc Nana Addo du Ghana, pour que des mesures supplémentaires soient prises contre pour les sanctionner. Il a utilisé le mot pour les sanctionner. Est-ce que vous comprenez? Et puis, dans la foulée, la CEDEAO s'est réunie à Abuja et décrète des sanctions mais draconiennes contre le Mali. Et il en a toujours été ainsi, même dans le cas du Niger, où la France soutenait mordicus le projet d'agression militaire du Niger, où, en vérité, la France était porteuse de ce projet et la faisait adouber par la CEDEAO, pas à travers un acte catalytique. Alors, dans un tel contexte... Pardon, la France n'était pas porteuse du projet. Elle est encore porteuse du projet. Ah ben voilà. Elle est porteuse du projet. Ce n'est même pas le passé. Plus porteuse que jamais. Vous comprenez? Dans un tel contexte, votre question qui nous demande ici, si cette initiative du dialogue, elle est endogène. Mais vous comprenez que la réponse saute à l'œil nu de tout le monde. Parce que les dirigeants africains eux-mêmes sont tous éduqués d'une certaine manière. Nous savons ce qui est bien pour nous. On ne peut pas dire ici que nos dirigeants, là, qui sont même de la CEDEAO, ne savent pas ce qui est bien pour leur peuple. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils ont surgelé leur cerveau et les ont vendus aux puissances impérialistes. Ils n'ont aucune marge parce qu'ils font partie d'un système et un engrenage entier les tient. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas, dans l'état actuel où les pays de l'AES ont créé un espace d'espoir pour les peuples d'Afrique, accepter que ces derniers-là se compromettent et remettent en cause tous les efforts et les sacrifices qu'ils ont même fait subir à leur peuple pour pouvoir arriver à cette étape où le pire est derrière eux. Aujourd'hui, en termes d'occupation des territoires par les terroristes, est-ce qu'on peut dire que les terroristes ont vraiment de l'espace au sein de l'AES? Non! Ils ont été traqués au point où ils sont démobilisés et c'est des actes isolés. C'est des incursions qui montrent qu'ils sont désaxés, déroutés, désorientés complètement. Et là, ça crée la panique parce que c'était une forme d'épouvantail qui était utilisée par les puissances impérialistes qui les financent, qui les bichonnent, qui les structurent, de sorte à créer l'instabilité dans ces pays de l'ère d'AES et qui seraient alors obligés de leur faire la cour pour recomposer avec eux. Et à ce moment-là, ils seront à l'aise pour déstructurer les États, piller leurs ressources, etc., etc. Et donc, nous, on est émerveillés par le cheminement actuel des pays de l'AES, du travail de fond qui est en train de se faire, des fondamentaux qui sont là et déjà installés. Vous avez bien fait de parler de la consolidation des institutions et qui montrent qu'un travail rigoureux et méthodique est en train d'être mené. Et ils ont le soutien ferme de l'ensemble de l'opinion africaine. À part justement les esprits achetés, vendus, et qui sont là à exécuter par personnes interposées les consignes qui viennent de l'impérialiste, dont les intérêts sont donc littéralement menacés par l'esprit souverainiste
des États de l'AES. La CEDEAO vient d'enclencher donc une énième tentative de réconciliation avec la Confédération des États du Sahel, l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais on s'en souvient, le Sénégal, avec l'arrivée du président Faye, s'était engagé, reste toujours dans cette dynamique de réunification des deux organisations. Le Ghana, avec son nouveau président Mahamat également, s'est engagé sur la même voie. Le Togo était là depuis le début. Finalement, les stratégies de réconciliation, ces tentatives de réconciliation, est-ce une stratégie de survie pour l'unité de la CEDEAO? La CEDEAO n'a plus d'unité. Parce que ce qui reste de CEDEAO, là, je crois que ça doit rester maintenant 12 pays. 12 pays. Et quelle unité tu vois parmi eux? Parce qu'il y a un qui a les avions, il peut aller bombarder les populations de l'autre pour soi-disant l'aider. C'est ça la cohésion. Écoute Charlotte, ce que nous disons, tout doit être fait pour créer des cohésions entre les peuples. On n'a pas créé la CEDEAO pour fabriquer des interlocuteurs privilégiés avec des blancs corrompus. Ce n'est pas ça l'objectif des militaires. Je dis bien que c'est les militaires qui ont créé la CEDEAO. Ceux qui vilipendent et diabolisent les militaires aujourd'hui n'ont qu'à dégager le plancher. Seuls des militaires vont sauver la CEDEAO. Ils n'ont qu'à dégager. C'est des militaires qui ont créé la CEDEAO. Des militaires ne peuvent pas créer la CEDEAO. Vous venez aujourd'hui nous dire que non, si tu es militaire, il y a ceci, s'il y a... Mais dans ce cas, ne vous revendiquez pas de la CEDEAO. Créez votre machin vous-même, allez le vendre au plus offrant, ou la vente aux enchères sur la place de Paris ou de Bruxelles, et celui qui vous donnera plus d'argent et de musique à danser, vous lui donnez ça et vous revenez. Voilà. Celui qui offrira plus de musique à danser là-bas, vous lui donnez ça. Il n'est pas question qu'on continue dans le non-sens. Je dis qu'ils sont des spécialistes du 2 poids 2 mesures. Et s'ils n'abandonnent pas ça, aujourd'hui, c'est le 2 poids 2 mesures qui est sur le point de mettre le feu à toute la planète. 2 poids 2 mesures. Oui, tout à fait. Ça va mettre le feu à toute la planète. Les Africains, vous êtes là. Pendant que les grandes puissances se mobilisent, vous êtes très faibles. Vous êtes petits, faibles et pauvres. Au lieu de vous réunir pour dire, écoutez, quelle position nous devons adopter pour avoir la moindre chance de survie, on vous trompe, vous voulez aller combattre vos frères. Il y a des scènes, hein, tu vois deux souris qui se battent alors qu'un chat est assis et puis il les regarde. Le chat attend quoi? Qu'elle finisse, il va les manger les deux. Voilà le spectacle triste, désolant, honteux, humiliant que les Noirs donnent. Et les Noirs de la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO. Mettez-vous ensemble pour être forts. Non. Bon, ils sont en train de se préparer, non, pour aller attaquer, non. Tu dis, ils ne portaient pas. C'est maintenant que c'est grave. Tu n'as pas écouté les déclarations du général Tiani? Combien d'avions atterrissent? Avec quel équipement? Alors, c'est pas au passé qu'il faut dire ça. Il faut dire ça au présent, sinon au futur. Donc, il n'y a pas de problème. On a dit, nous avons dit ici et répété, que nous tous, nous avons intérêt à ce qu'il y ait une paix générale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a deux pays qui croient qu'ils sont protégés par le Saint-Esprit et que les bombes n'arriveront pas chez eux. Bon, d'accord, ils n'ont qu'à déclencher leur guerre. Depuis la création de la Confédération, on voit un soutien affiché des populations vis-à-vis donc des nouveaux pouvoirs dans les trois pays. Mais dans quelle mesure est-ce que la pression de la société civile sahélienne limite-t-elle, selon vous, la marge de manœuvre des dirigeants de l'AES pour un éventuel compromis avec la CEDEAO? Non, la pression dans quel sens? Parce que vous avez bien dit qu'il y a une adhésion, il y a une dynamique de mobilisation des consciences autour des initiatives que prennent les dirigeants de l'AES. On est d'accord? Donc, si ces dirigeants de l'AES-là jouissent de ce privilège d'être littéralement soutenus par l'écrasante majorité de la population, mais c'est une aubaine pour eux, pour continuer justement dans cette lancée en vue de consolider le processus de panissement et de construction de leur peuple et de leur nation. C'est un impératif clair, et donc moi je crains d'ailleurs que si jamais
les pays de l'AES se disposaient même à des échanges éventuels avec la CEDEAO au point même que l'on soupçonne une sorte de complaisance, de concession sur certaines choses, il risque d'avoir des problèmes endogènes. Vous savez, la dernière fois, il y a un de nos aînés qui m'a fait tellement rire, il m'a appelé matinalement, très curieux, très furieux et déçu, angoissé. Mais vous savez la raison? Il dit non, qu'il vient de voir un élément où les États-Unis ont envoyé un émissaire au Mali et où le ministre des Affaires étrangères aurait eu des échanges sur la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Mali. Il dit non, ce n'est même pas la peine de discuter avec ces gens, parce que pendant des dizaines d'années, ces gens-là nous ont montré qu'ils ne sont jamais là pour nous. La sécurité n'a jamais été la priorité ou la préoccupation des puissances occidentales. Il était tellement révolté qu'il me missionnait de passer le message. Voilà, qu'eux, ils ne veulent pas, parce qu'ils soutiennent mordicus toutes les initiatives que les pays de l'AES prennent aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Et alors, un tel monsieur qui n'a rien de politique, qui n'a rien de truc, qui est juste un citoyen, homme d'affaires, etc., qui porte avec autant d'énergie la cause des pays de l'AES est suffisamment indicateur de l'état d'esprit du citoyen d'Afrique aujourd'hui. Pourquoi ils sont soutenus? Ils sont soutenus parce qu'ils posent des actes qui riment avec les aspirations profondes de l'être humain et qui s'harmonisent avec le bon sens. Et la raison, j'ai dit tout à l'heure, que ce qui caractérise justement notre espèce humaine, c'est le bon sens et la raison. Alors, la liberté, elle est inhérente à la nature humaine. Alors, si vous avez un dirigeant qui vous montre qu'il est là pour vous, qu'il manifeste une certaine empathie, qui sacrifie d'ailleurs sa propre vie parce qu'il s'attache à une cause commune, à une cause noble, à l'intérêt supérieur de la nation, vous devenez tout de suite ses inconditionnels. Voilà l'avantage dont jouissent les États de l'AES et qui ne peut jamais être remis en cause par des gens qui sont de bonne foi. La société civile, Charlotte, la société civile, dans tous les pays africains, il y a la société civile, c'est une nouvelle caste de domination. Comme les politiciens font leur business entre eux, mangent sans donner à tout le monde, les autres ont trouvé aussi une formule pour pouvoir manger tranquillement dans leur coin. Mais je crois qu'on ne peut pas être société civile si on manque de patriotisme. Donc les pays du Sahel n'ont pas de problème avec la société civile parce que la société civile, si vous manquez de patriotisme, là vous n'êtes pas la société civile, vous êtes une société de traîtres. Donc votre société civile ne peut prospérer que à la mesure de votre patriotisme, de votre engagement à faire de vos pays des pays souverains. Si c'est juste pour permettre encore qu'on vienne vous passer la corde au cou, ce n'est pas société civile, c'est société de traîtres. Donc, société civile, on sait ce que c'est. Tu sais, je sais, lui sait. Même si on ne parle pas, nous tous on sait. On sait que, bon, comme je l'ai dit, les politiciens font leur cuisine, ils mangent, ils ne veulent pas donner. Et les sociétés civiles aussi ont formé leur clan. Bon, eux aussi, ils mangent et ils ne donnent pas aux autres. Alors, maintenant, tout ça, c'est le peuple qui est oublié. Je voudrais vous inviter à regarder ensemble les avantages affichés d'appartenir à une même communauté. Est-ce que, sur le plan économique, selon vous, le commerce et la libre circulation peuvent aujourd'hui servir de pont pour un retour ou, à défaut, un compromis avec l'AES? Non, une collaboration. Je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà développé tout à l'heure, que l'objet d'un quelconque dialogue entre les pays de l'AES et la CEDEAO doit impérativement porter sur la libre circulation des personnes et des biens, sur la promotion des affaires, sur l'économie, etc., etc., mais avec des entités qui sont propres et alors qui s'assument comme telles. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à adhérer à une structure dont il a déjà fait l'expérience et qui l'a amené même à sortir parce que ses intérêts étaient menacés. Normalement, c'est à la CEDEAO, mais d'encourager l'AES, parce que si vous êtes sorti, bon, écoutez, nous espérons que votre propre expérience va vous instruire pour que vous reveniez, parce que vous aurez compris que vos intérêts sont avec nous. Mais si vous-même, vous vous épanouissez au point où nous, nos peuples même, nous poussent à adhérer à ce que vous faites, ça veut dire que l'exemple, c'est vous. L'ambassadeur avait parlé tout à l'heure de l'exemple éventuel, ou de l'inspiration éventuelle, ou du modèle éventuel
que des pays de l'Europe, de l'Union européenne, auraient pu servir à l'Afrique. Vous allez voir que sur toute la ligne, c'est négatif. Et je pense que ce n'est pas nous qui le disons. C'est quelqu'un comme Sarkozy, président de son État, de la France, qui nous dit que le continent le plus barbare, le plus sauvage, le plus agressif, qui entretient toujours les guerres, non pas seulement en Europe, mais partout, y compris l'Afrique, c'est l'Union européenne. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, eux, ils ne raisonnent que par le matériel, par le pouvoir, par l'influence, par l'impérialisme. Mais en quoi cela est inspirant pour des peuples qui veulent s'épanouir, qui disposent des ressources inouïes et qu'il faut tout simplement valoriser, capitaliser, optimiser pour compter parmi des gens dont la voix porte sur le l'échiquier international. Alors, ce n'est pas du tout le même contexte, mais quand on regarde aujourd'hui les difficultés que vivent les populations béninoises et nigériennes depuis la fermeture de la frontière terrestre entre les deux pays, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire justement de travailler à créer des cadres de collaboration pour, dans l'optique d'éviter de telles situations? Mais justement, il n'y a que de ça. Vous citez le cas du Nigeria et du Bénin. C'est des cas dont nous avons parlé 1001 fois. C'est ça. Et je crois que pour savoir ce qui se passe... Mais on fait toujours face à un statu quo. Oui, je dis pour savoir ce qui se passe, il vous suffit d'avoir écouté le général Tiani, qui n'est pas un enfant et qui ne raconte pas n'importe quoi. Je crois que ce n'est pas parce qu'on veut que nos pays fassent des affaires que vous allez amener de véritables armadas pour positionner à nos frontières. Est-ce que tu comprends? Les Nigériens sont les premiers intéressés par l'ouverture sur le Bénin, puisque c'est le Bénin qui a le port. Mais le port, vaut-il qu'on sacrifie tout le Niger? C'est la question. Est-ce qu'on va sacrifier tout le Niger à cause du port? Non. Quand vous dites, on dit non. Quand vous parlez, on dit non, que vous mentez, que vous vous retrouvez sur la lanterne, vous racontez des mensonges contre tel pays, contre tel président. Bon, le général même français arrive, il ne dit pas qu'on n'est pas au nord du Bénin. Il dit non, non, on est là-bas ponctuellement, on passe ponctuellement. Bon, d'accord. Moi, je croyais qu'il venait nous dire que, bon, écoutez, cette affaire-là, arrêtez ça. Nous, on n'a jamais mis le pied au nord du Bénin. Hein? Et quand il vient pour proclamer haut et fort, comme son ami Bazoum, qu'il veut libérer d'ailleurs, que les terroristes sont plus forts et ils sont mieux armés, moi je crois que quand un chef d'état-major français dit que les terroristes sont mieux armés dans les pays dominés par la France, qui forment les armées de ces pays, qui fournissent les équipements de ces pays, tout Français devait mourir de honte. Qu'au bout de 60 ans de formation et de fourniture d'armes, des terroristes, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, se retrouvent être plus forts que les armées des pays que la France a formés. Ils ont pris le temps de former pendant des années. Merci beaucoup. Nous sommes déjà donc arrivés à l'heure de la pause dans cette émission. L'AES peut-elle encore faire machine arrière face à la CEDEAO? Si le débat du jour, vos avis nous intéressent. Préparez-vous donc à nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission via le numéro WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Vos avis nous intéressent. Partagez-les avec nous. Vos questions également. Nos débatteurs feront le plaisir de vous apporter des éléments d'éclaircissement. À tout de suite après donc cette nouvelle édition du journal sur Niveau d'Info.